Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une source vraiment particulière. C'est la transcription d'une vidéo YouTube mise en ligne ce 18 décembre 2025 par la chaîne Afro-Info 243. Oui, et elle nous emmène au sud Kivu, en République démocratique du Congo, une région où la situation sécuritaire est explosive, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Et ce qui est frappant ici, c'est que le récit dépasse largement les simples combats. La vidéo décrit une guerre où les caméras, la mise en scène et même des manifestations forcées seraient des armes. Des armes aussi puissantes que les fusils, oui. Notre but, c'est vraiment de décortiquer cette stratégie. De comprendre la mécanique de cette guerre de l'information qui est dénoncée. Absolument. On va s'appuyer uniquement sur cette transcription pour explorer une vision du conflit qui va bien au-delà du champ de bataille. L'idée qui ressort, c'est que contrôler le territoire, ça ne suffit plus. Il faut aussi contrôler l'histoire qu'on raconte, le narratif. C'est ça, le narratif qu'on vend au reste du monde. Et les tactiques décrites pour y arriver sont, si elles sont vraies, assez spectaculaires. Alors, commençons par le début. Le terrain, le concret. La vidéo nous parle d'abord du territoire de Fizi. La situation militaire y est décrite comme très violente. Oui, on entre directement dans le vif du sujet. Le document parle d'une intensification des combats. Ça se passe dans deux villages, Kazekezi et Mitambo. Et qui se bat contre qui, précisément? Alors c'est un détail crucial. Il ne s'agirait pas d'affrontement avec une simple milice. Le texte parle de combats directs entre l'armée congolaise, les FARDC, et leurs alliés locaux, les Wazalendo. Et en face? Et en face, l'armée rwandaise, elle-même. Ah oui, donc ça change tout. On n'est plus dans une affaire interne au Congo. C'est une confrontation directe entre deux armées nationales sur le sol congolais. Exactement. Et la description de ces combats est brutale. Le terme utilisé, c'est bombardement à l'aveuglette, mené donc par l'armée rwandaise. Avec des conséquences pour les civils, j'imagine. Oui, le bilan rapporté est d'au moins 2 civils tués. Et la conséquence directe, c'est la fuite des populations. Un tableau assez classique, malheureusement. Mais il y a un truc qui m'a surpris. Au milieu de ce chaos, la transcription mentionne une accalmie relative et significative, plus tard dans la soirée. C'est un contraste énorme, non? Comment on passe de bombardement à une accalmie en si peu de temps? C'est une excellente question, et je pense que ça illustre parfaitement la volatilité de la situation. On a l'impression d'un conflit qui fonctionne par à-coups, des impulsions très violentes, suivies de pauses soudaines. Pour quelle raison? Ça peut être plein de choses. Des objectifs tactiques atteints, des ordres qui changent, ou alors c'est une stratégie de la terreur. C'est-à-dire? Frapper très fort, sans prévenir, et ensuite observer. L'imprévisibilité, c'est une arme psychologique en soi. D'accord. Donc on a cette violence brute à Fizi. Mais ensuite, la source nous emmène ailleurs, dans la ville du Vira. Et là, le ton change complètement. On passe du visible à la dissimulation. C'est ça, c'est le deuxième acte de l'histoire. L'affirmation centrale, c'est que le retrait annoncé des forces rwandaises et de leurs alliés du M23 n'est qu'une façade. Une mise en scène. Une pure mise en scène, selon la source. La transcription donne des détails très précis sur le mode opératoire. Comment ça fonctionnerait concrètement? Il ne s'agirait pas d'un retrait, mais d'une transformation. Les combattants auraient simplement enlevé leurs uniformes militaires. Pour mettre des tenues civiles et se fondre dans la population. Exactement. Et leurs armes. On se balade pas avec un fusil d'assaut en civil? Elles auraient été cachées dans des maisons, probablement chez des civils, ce qui est une tactique de guerre asymétrique assez classique. Et les combattants, eux? Une fois en civil, ils se seraient redéployés sur les hauteurs, les collines qui surplombent Bouvirin. Ah, c'est malin. C'est un tour de passe-passe. Vous regardez les uniformes qui partent en camion, mais vous ne voyez pas les soldats qui restent et qui gardent le contrôle stratégique de la ville, depuis les hauteurs. C'est invisible. C'est fascinant et terrifiant. Pour un habitant du Vira, on voit les camions militaires partir, on sent un soulagement, mais on sait qu'ils sont toujours là, juste au-dessus. L'atmosphère doit être irrespirable. C'est une forme de contrôle beaucoup plus pernicieuse, oui. La présence militaire n'est plus visible. Elle devient une menace latente, diffuse. Et la vidéo donne une raison à cette manœuvre? Oui, une raison très politique. L'objectif serait de faire baisser la pression américaine. D'accord, donc c'est une action militaire sur le terrain qui est directement liée à un enjeu diplomatique. Tout à fait, ce n'est pas une désescalade pour la paix, c'est une désescalade pour les apparences. On donne aux Américains ce qu'ils veulent voir, un retrait, mais sans rien céder sur le plan militaire. C'est exactement l'analyse de la source.
Et ça pose une question très actuelle sur la vérification des cessez-le-feu. Comment on peut vérifier un retrait si les combattants se sont juste déguisés? Précisément, la distinction entre combattants et non-combattants, qui est à la base du droit de la guerre, elle est pulvérisée ici. C'est une stratégie du brouillard. Et ce brouillard, cette volonté de manipuler, on la retrouve poussée encore plus loin dans la 3e localité, à Camagnola. Là, on a l'impression que la source décrit carrément une plessio, une opération de manipulation psychologique. On bascule dans une autre dimension, c'est vrai. Ce qui est décrit à Camagnola, c'est la fabrication active d'un faux consentement populaire. Selon la transcription, une réunion aurait eu lieu ce même jeudi 18 décembre, orchestrée par des responsables du M23 et de l'armée rwandaise. Et qui était convoqué? Les leaders locaux, les chefs de quartier, les directeurs d'école, les commerçants, les forces vives de la communauté, en somme. Et quel était l'ordre du jour? L'ordre qui leur aurait été donné est sidérant. Ils auraient été contraints d'organiser une manifestation pour le lendemain. Une manifestation pour protester contre l'occupation, j'imagine. Non, justement, pour protester contre le départ de l'armée rwandaise. Attendez. C'est complètement contre-intuitif. On force une population à réclamer le maintien de ses occupants. C'est une inversion totale du réel. Et c'est le cœur de la stratégie dénoncée par la source. Le texte insiste beaucoup sur la contrainte. Il parle d'une convocation par crainte. On leur a fait peur, en gros. Oui, il est dit que la population serait obligée de participer sous peine de subir le sort réservé à tous ceux qui s'opposent. Le message est clair. Soit vous jouez la comédie avec nous, soit vous en payez le prix. C'est ça. C'est une démonstration de pouvoir absolu. Donc on ne se cache plus, comme à Uvira. Là, on cherche à produire activement une fausse réalité, une preuve filmable que la population est de leur côté. Exactement. Et pour que cette preuve ait un impact maximal, la source affirme que des journalistes de chaînes internationales, dont Al Jazeera, auraient été invités Pour assister au spectacle. pour assister au spectacle. L'idée serait de leur servir sur un plateau Oui. des images d'un faux retrait à Uvira, suivies d'images d'une population à Camagnola qui supplie les soldats de rester. C'est ce que la source appelle un récit international clé en main. C'est ça. C'est d'une sophistication redoutable. Le champ de bataille n'est plus seulement au Sud Kivu, il est dans les salles de rédaction du monde entier. Le but, c'est de semer le doute. Oui, et de complexifier la situation à l'extrême. Si vous voyez des images de civils qui pleurent le départ d'une armée, comment pouvez-vous encore condamner la présence de cette armée avec la même certitude? On brouille les cartes morales pour paralyser la réponse internationale. C'est ça. On prend la population en otage physiquement, mais aussi narrativement. Et pour compléter ce tableau, la vidéo ajoute un autre élément, plus terre-à-terre, le pillage. Oui, avant de mettre en scène ce faux départ d'Uvira, il y aurait eu une phase de prédation économique. Qui accuse? La source relaie les accusations d'un porte-parole du gouvernement provincial. Et encore une fois, c'est précis. Il est question de locaux administratifs qui auraient été vidés et de véhicules remportés vers le Rwanda. C'est comme un déménagement en fait. On prend tout ce qui a de la valeur avant de partir. Sauf qu'ici, on ne part pas vraiment. On se cache juste sur le paillasson. Bonne image. Si on suit ce récit, tout est cohérent. D'abord, le contrôle par la force à Fizi. Ensuite, on extrait la valeur économique par le pillage. Puis, on maintient le contrôle stratégique par la ruse à Uvira. Et enfin, on légitime tout ça par la manipulation médiatique à Camagnola. Chaque pièce s'emboîte. Au milieu de tout ça, il reste la voix des habitants. Et la vidéo se termine sur un cri d'alarme. Tout à fait. Un leader local lancerait un appel à l'aide. Et la liste des destinataires est très intéressante. Y a qui? Il y a le gouvernement congolais, l'Union africaine et, très spécifiquement, les États-Unis, en nommant le président Trump. Ça montre vers qui les espoirs se tournent. Exactement. Mais attendez, il y a un paradoxe incroyable là. D'un côté, on a la manœuvre à Uvira, qui vise à faire baisser la pression américaine. Le texte dit même que les forces sur place diraient « les États-Unis sont rien », comme un défi. Et de l'autre, les victimes de cette situation appellent ces mêmes États-Unis à l'aide. C'est un paradoxe, oui. qu'est-ce que ça nous dit? Ça en dit long sur la complexité des rapports de force. On aurait d'un côté une puissance régionale qui cherche à défier l'hégémonie américaine, et de l'autre, une population qui se sent abandonnée et qui voit encore dans cette puissance lointaine le seul acteur capable d'inverser la situation. La superpuissance est à la fois défiée Et suppliée. C'est exactement ça. Alors, si on récapitule, cette source, cette unique vidéo, nous a fait voyager à travers les différentes facettes d'une guerre
moderne. On est parti des bombardements, la forme la plus brute de la guerre, pour arriver à une opération de communication ultra sophistiquée, presque. Presque cinématographique. C'est une excellente synthèse. On voit comment la guerre physique et la guerre de l'information sont les deux faces d'une même pièce, Le contrôle ne repose plus seulement sur la capacité à détruire. mais aussi sur la capacité à construire un récit. Quitte à le fabriquer de toutes pièces, L'image qui reste, pour moi, c'est celle de ces habitants de Camagnola, potentiellement forcés de brandir des pancartes pour soutenir une force qu'ils craignent. C'est une violence. c'est une violence qui va au-delà du physique. C'est une humiliation publique, une négation de leur propre vérité. C'est le point culminant du contrôle, non? Oui, on ne vous demande pas seulement de vous soumettre, on vous demande de jouer publiquement votre amour pour la soumission. C'est une tactique qui vise à briser non seulement les corps, mais aussi les esprits, la cohésion de toute une communauté. Une analyse vraiment dense, basée sur un seul document, qui, s'il reflète la réalité, est vertigineux. En effet, et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui va bien au-delà de la RDC. Laquelle? Comment jouer sous la contrainte? C'est peut-être ça, le plus grand défi. C'est peut-être le plus grand défi posé par les